Un panel international, puisqu'on aura la chance d'avoir des intervenants des États-Unis. Donc Diane Sare, qui est candidate au Sénat pour l'État de New York, qui fait partie de notre mouvement Amis aux États-Unis. On aura également John Sigerson, qui est parmi nous et qui vient d'arriver des États-Unis, qui pourra nous parler également. Le deuxième intervenant, c'est Scott Ritter, donc ancien inspecteur chargé du suivi des armes de destruction massive pour l'ONU et en particulièrement évidemment en Irak, et qui est l'homme qui s'est opposé évidemment à l'administration Bush au moment des mensonges de Colin Powell en 2003 et qui depuis subit la foudre du FBI qui lui saisissent ses biens, qui lui prennent son passeport, qui supprime son site, ses chaînes YouTube. C'est quelqu'un qui résiste beaucoup aux États-Unis, évidemment, à l'international. Donc, on va lui donner la parole. Hello. Bonjour. On m'a demandé de faire une vidéo pour aborder la question de ce que la France et l'Europe doivent faire pour aider à mettre fin à la folie qui se déroule aujourd'hui, au moment où nous parlons, en ce qui concerne la menace de guerre nucléaire. Cette menace émane du conflit en cours entre l'Ukraine et la Russie. Le gouvernement ukrainien et l'Occident collectif qui utilisent l'Ukraine comme un proxy pour parvenir à la défaite stratégique de la Russie. C'est là que réside le problème. Les buts et les objectifs de l'Occident collectif, des États-Unis, de l'OTAN et de l'Europe sont intrinsèquement suicidaires. Car lorsqu'on parle de vaincre stratégiquement une puissance nucléaire, on parle automatiquement du fait que cette puissance nucléaire utilisera ses forces nucléaires pour se défendre, pour empêcher sa disparition existentielle. Donc la première chose à faire est donc d'obtenir que la France et l'Europe changent d'attitude à l'égard de la Russie, de ses dirigeants et du peuple russe. Il est impossible de vaincre la Russie sur le plan existentiel. Tout d'abord, c'est physiquement impossible. Pourquoi? Parce que peu importe la puissance militaire accumulée par la France, l'OTAN, les États-Unis ou l'Occident collectif dans son ensemble, ils ne pourront jamais survivre à une attaque nucléaire russe contre l'Occident. Même si cette attaque n'est pas préventive, mais fait suite à des provocations de l'Occident, ces attaques auront une puissance destructrice telle qu'elle détruira l'Occident collectif. Les buts et les objectifs sont inatteignables et, comme je l'ai dit, totalement suicidaires. Ainsi, la France, l'Europe, l'OTAN, les États-Unis vont devoir vivre dans une coexistence pacifique avec la Russie. Dans l'idéal, il s'agirait même d'un partenaire pour la paix. Toutefois, je pense que les relations entre l'Occident collectif et la Russie ont tellement été endommagées par les politiques actuelles de l'Occident que cela ne sera pas possible dans un avenir proche. Ce que nous pouvons obtenir, en revanche, c'est de mettre fin aux hostilités. Reconnaître qu'il n'y a pas simplement un désir, mais un besoin pour l'Occident collectif et la Russie de vivre dans un environnement exempt d'hostilité militaire. En fait, nous devons éliminer les armes de l'équation. Et une fois que cette étape sera franchie, nous devrons nous éloigner de l'abîme. J'aimerais que tous ceux qui écoutent cette vidéo comprennent une réalité, qu'ils s'en imprègnent. Le samedi 14 septembre, le monde a failli voir sa fin. Vous ne le saviez probablement pas beaucoup de gens l'ont su, mais si les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient pris la décision de donner le feu vert à l'Ukraine pour utiliser des systèmes d'armes à longue portée, comme le missile Storm Shadow ou le missile Attack-M, pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie aurait dit immédiatement qu'il s'agissait d'un acte de guerre, voire d'une déclaration de guerre, et la Russie aurait répondu en conséquence.
Cela signifie que la Russie aurait frappé des cibles non seulement en Ukraine, mais aussi en Europe, au Royaume-Uni, des cibles de l'OTAN, des cibles aussi aux États-Unis. La Russie n'aurait probablement pas utilisé des armes nucléaires, mais elle aurait utilisé des armes stratégiques non nucléaires d'une force destructrice telle qu'elle aurait nécessité une réaction de la part de l'Occident. Et selon la doctrine de l'Occident, on aurait probablement utilisé des armes nucléaires à faible rendement pour tenter de dissuader les Russes de poursuivre l'escalade. Mais la doctrine nucléaire russe est telle qu'une fois qu'on utilise une arme nucléaire, peu importe qu'elle soit à faible rendement ou que le nucléaire soit utilisé en quantité limitée, cela nécessite, selon la doctrine, une réponse nucléaire russe à grande échelle. L'Occident aurait alors dû utiliser des armes nucléaires qui auraient survécu à l'attaque pour frapper la Russie, et ça aurait été la fin du monde. Selon le livre d'Annie Jacobsen, Scénario d'une guerre nucléaire, la fin du monde aurait eu lieu en 72 minutes. 72 minutes. Cela veut dire que le samedi 14 septembre, nous étions à 72 minutes de l'anéantissement total du monde tel que nous le connaissons. Cela signifie-t-il que la France avait décidé de mourir? Que le peuple français avait décidé qu'il voulait mourir? Est-ce que le peuple américain avait pris cette décision? Est-ce que n'importe quel peuple, où que ce soit, avait décidé « Nous sommes prêts à mourir pour cela, nous sommes prêts à mourir maintenant, le 14 septembre, à mourir pour l'Ukraine » La réponse est non. Bien sûr, nous n'avons pas pris cette décision, mais la décision a été prise par d'autres. Et ces autres partent du principe que, d'une certaine manière, pour l'Ukraine, on peut risquer ce pari, le pari, que la Russie bluffe. Que cette fois-ci, la Russie n'ira pas jusqu'au bout. Que les paroles de Vladimir Poutine disant qu'il s'agirait d'un acte de guerre n'ont aucun sens. Que les déclarations de l'ambassadeur russe aux Nations Unies disant que cela constituerait une déclaration de guerre n'ont aucun sens. Que les déclarations d'Anatoly Antonov, l'ambassadeur russe aux États-Unis, disant que les États-Unis eux-mêmes seraient frappés n'ont aucun sens. Ce n'est pas le cas. Les paroles des Russes ont un sens. Et toute action permettant aux capacités de frappe de longue portée des Américains et des Européens de frapper des cibles à l'intérieur de la Russie constituerait un acte de guerre qui exigerait de la Russie qu'elle réponde en conséquence, déclenchant ainsi des événements qui conduiraient à l'annihilation du monde. C'est de la folie, littéralement de la folie. La question est donc de savoir ce que vous allez faire. Il faut changer d'orientation politique, non seulement sur la manière dont l'Occident interagit avec la Russie, mais aussi à propos des armes que l'Occident et la Russie possèdent. Nous devons revenir à la maîtrise des armements. À l'époque où le désarmement nucléaire était considéré comme une nécessité. Aujourd'hui, personne ne parle de contrôle des armes. Personne ne parle de désarmement nucléaire. Nous devons intégrer ces questions dans le dialogue national de la France, de l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie. Nous ne pouvons pas dire aux Russes ce qu'ils doivent faire. Et à l'heure actuelle, à un moment donné où l'Occident cherche leur défaite stratégique, ils ne sont pas enclins à favoriser le contrôle des armements. Ce qui empêche une victoire de l'Occident sur la Russie, c'est l'arsenal nucléaire russe. Pour que la Russie accepte de réduire la menace de ses armes nucléaires, nous devons lui faire comprendre que nous ne représentons pas une menace pour elle, ce qui exige que nous prenions du recul et que nous reconsidérions l'ensemble des relations occidentales avec la Russie, car nous sommes actuellement sur une autoroute qui nous mène à l'enfer, une voie à un sens unique qui mène à notre propre destruction et à la destruction du monde. Je vous remercie. Maintenant, on va écouter d'autres amis américains. Diane Sare, qui est une amie politique qui se bat sur le front aux États-Unis, et Dieu sait que c'est un front compliqué. Diane Sare, donc, qui est candidate au Sénat pour l'État de New York et qui nous a envoyé un message spécialement pour soutenir notre combat ici. Hello. Bonjour. Greetings to Mes salutations à M. Jacques Cheminade et à tous ses invités de marque.
J'aurais aimé me joindre à vous en personne, mais comme vous le savez tous, le monde se trouve à un moment inouï de son histoire et chacun d'entre nous doit se consacrer entièrement à la traversée des eaux dangereuses où le navire de l'humanité risque de faire naufrage. Comme je préenregistre cette déclaration quelques jours avant votre conférence, je vous prie de me pardonner si je ne mentionne pas un nouveau développement qui pourrait s'être produit au cours des dernières heures. Je parlerai donc en général de ce qu'il se passe en ce moment et de ce que je pense que nous devons faire en tant que patriotes de nos nations et citoyens du monde pour éviter le désastre que la folie de nos soi-disant dirigeants menace de déclencher. En 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé, exactement comme Lyndon LaRouche l'avait anticipé dans la conférence de presse qu'il a tenue, avec Helga à ses côtés le 12 octobre 1988, lui et Helga ont averti que l'effondrement du système soviétique communiste, qui était inévitable, ne constituait pas pour autant une victoire pour le système de libre-échange britannique, et que nous pouvions nous attendre à ce que le système de libre-échange anglo-saxon s'effondre avec un impact bien plus important que tout ce qui avait été vu jusqu'à présent. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ce qui cause le désespoir des dirigeants de ce que le commissaire européen Joseph Borrell a appelé les nations jardins de l'Occident. Vous savez, ces nations qui sont tellement civilisées qu'elles sont prêtes à soutenir le bombardement d'hôpitaux, d'écoles et de camps de réfugiés à Gaza par le très civilisé Bibi Netanyahou, en même temps qu'elles soutiennent le très gentleman Volodymyr Zelensky dans ses efforts pour bombarder les centrales nucléaires. Grâce à l'administration Biden-Harris et aux génies européens tels que Macron et Olaf Scholz, sans oublier les différents premiers ministres britanniques, qui semblent se succéder assez rapidement ces jours-ci, qui sont guidés par la vision malthusienne du monde du roi Charles. Plus d'1 million de personnes, pour la plupart jeunes, sont probablement mortes inutilement au cours des 3 dernières années. Ces gens, ces soi-disant dirigeants, sont tellement terrifiés à l'idée qu'une nouvelle administration aux États-Unis, dirigée par Donald Trump, puisse essayer d'éviter une guerre nucléaire avec la Russie, qu'ils veulent la provoquer avant l'élection présidentielle. Et permettez-moi de dire, ce n'est pas que Donald Trump soit un brillant et noble homme d'État, comme l'était Lyndon LaRouche. Certaines de ses politiques sont assez terribles. Mais lui et les gens qui l'entourent, comme Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard et d'autres, parlent très clairement du danger de la guerre nucléaire, ce qui peut nous donner une ouverture pour éviter l'Armageddon, mais nous laissera un énorme travail à accomplir pour faire évoluer l'humanité vers un nouveau paradigme. À la fin du mois d'octobre, la Russie accueillera une réunion des pays des BRICS+. La Turquie a demandé à en faire partie. Elle possède, d'après ce que l'on m'a dit, la plus grande armée permanente de l'OTAN. Cela pourrait indiquer qu'ils ne seront pas complices d'une guerre à grande échelle contre la Russie. Nous savons que les dirigeants de la Hongrie et de la Slovaquie ne veulent pas de cette guerre non plus. Cette réunion des BRICS aboutira-t-elle à la consolidation du nouveau paradigme pour lequel feu Lyndon LaRouche et ses associés ont fait campagne pendant plus d'un demi-siècle? Qu'est-ce que ce nouveau paradigme? Je n'entrerai pas dans le détail des 10 principes d'Helga, car il est probable que d'autres orateurs le fassent. Je dirais simplement que le point essentiel que Lyndon LaRouche répétait sans cesse est que l'humanité n'est pas une espèce animale. Les êtres humains sont les seules créatures vivantes qui peuvent modifier leur relation à la nature et à l'univers selon leur volonté. Nous sommes également nés avec un potentiel inné de génie. C'est pourquoi Nicolas de Cuse a déterminé, dans sa Concordancia Catholica, que la seule forme de gouvernement appropriée pour les êtres humains est celle où le peuple donne son consentement, par le biais d'un processus de type électoral ou autre, à être gouverné
par quelqu'un dont on pense qu'il a la sagesse, la moralité et l'intégrité nécessaires pour élaborer des politiques qui profiteront à tous. Plus précisément, le gouvernement doit protéger le potentiel de génie de chacun de ses citoyens en créant des conditions adaptées à ce potentiel. Cela signifie leur garantir l'eau potable, l'accès à l'électricité, des transports fiables et rapides, des logements qui sont à l'abri des bombes ou des catastrophes naturelles, des soins de santé et, ce qui est très important, l'éducation. Les enfants n'ont pas besoin d'être torturés avec des questions sur leur sexualité à l'âge de 3 ou 4 ans, qui est l'âge idéal pour commencer à jouer du piano ou du violon d'ailleurs. Tout le monde a constaté la capacité des jeunes enfants à maîtriser les langues, et même plusieurs d'entre elles. Je vous demande d'imaginer une belle ville, avec des ruisseaux propres qui s'écoulent dans des parcs fleuris, des bibliothèques élégantes et majestueuses, avec des coins tranquilles pour se perdre dans un livre. Imaginez de magnifiques salles d'opéra, de concerts et de théâtre où l'on joue de grands drames classiques. De telles villes pourraient être environnées de fermes, d'industries, de laboratoires scientifiques et peut-être d'un grand observatoire pour étudier le ciel. Pourquoi nos enfants ne pourraient-ils pas vivre en paix? Ils le peuvent, bien sûr. Ils peuvent vivre dans de belles villes, sans devenir paresseux et égoïstes, parce que quiconque a déjà travaillé pour apprendre à jouer d'un instrument de musique, à écrire un poème ou à construire une expérience scientifique, découvre la joie de travailler dur pour découvrir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la prospérité qui amène à la paresse, mais un âge des ténèbres culturelles, où le message du gouvernement est « Vous détruisez la planète, vous consommez trop d'électricité et de nourriture. » Je vous demande d'imaginer un bel avenir, car je peux vous dire qu'aux États-Unis, ma plus grande crainte est que les gens pensent trop petit. Dans l'État de New York, la pauvreté est énorme. Dans la ville de Syracuse, qui était autrefois une grande ville le long du canal Erie, le taux de pauvreté chez les enfants est de 46%. Les gens sont donc fatigués et frustrés et ils limitent leur réflexion à ce qu'ils croient possible au lieu d'exiger ce qui est nécessaire. Nous ne devons pas permettre aux barbares comme le roi Charles ou Joseph Borrell de nous dire ce qui est possible. Cela ne correspond en fait qu'à ce qu'ils nous autorisent. Nous devons imaginer ce qui est nécessaire pour que l'humanité progresse et devienne une espèce plus belle. Puis nous devons exiger cela, et rien de moins. Lorsque vous réfléchissez de ce point de vue, vous pouvez voir à quel point les dirigeants occidentaux actuels sont vraiment mauvais. Et sachant cela, vous pouvez trouver en vous le courage et la détermination pour cesser de les suivre et exiger mieux. Merci. Donc on va demander à M. Sigerson de venir à la tribune. I want to make a few brief points about what the word classic means and classical means. Je veux dire quelques points rapides sur qu'est-ce que classique veut dire dans musique classique. When one says classical, one can think of it as exactly what we are proposing and working towards for a new financial and strategic world system. Quand on parle de classique, quelqu'un peut comprendre classique comme ce qu'on veut essayer de faire pour bâtir un nouveau système économique et financier international. Because classical really simply means a way of uplifting
the entire world population and expanding their hearts and souls so that they will look up from their daily work and look up to the sky and look to their children. Classique, ça peut être de chercher à élever le cœur, l'âme des gens et faire en sorte qu'ils puissent regarder leur travail journalier et leurs enfants et l'avenir de cette façon. In other words, it is an embodiment of the emotion of love. En d'autres mots, c'est apprendre pour soi-même, s'intégrer l'émotion de l'amour. In classical, people have a problem because they start thinking about classical music and various strange ideas go through one's head. Quand on parle de musique classique, il y a beaucoup d'idées étranges qui viennent à l'esprit de beaucoup de gens. Let's try to clear away the cobwebs. Essayons de clarifier un peu cela, de sortir de ces embrouilles. That classical, first of all, when people tend to talk about classical music, they talk about a specific era in which the music was composed. Et quand on parle de musique classique, souvent les gens parlent d'une ère, en fait, d'une époque de composition. This is completely wrong. C'est totalement erroné. The people who composed so-called classical pieces in the 18th and 19th century, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, that's not what they thought about. They were not writing music for an era. Les gens qui ont composé au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, Mozart, Bach, Schumann, Brahms, ils n'ont pas composé en pensant à ça, ils n'ont pas dit « je vais composer pour cette époque-là, et uniquement pour les gens de mon époque ». They were writing what you might call universal music. Ils ont composé pour ce qu'on peut appeler la musique universelle. And there is aspects of classical thinking, that is a classical mindset, in all sorts of types of music, depending on the way that it is performed. Et il y a quelque chose d'une pensée classique, d'un état d'esprit dans toute culture, dans tout type de musique classique. On the other hand, and this is a big problem today, so much so-called classical music that is not performed with the intention of the classical. Et il y a un grand problème aujourd'hui, c'est que quand il y a des concerts de musique classique, ce n'est pas fait avec l'intention, la réelle intention des compositeurs. There are exceptions, but I can tell you that in our own work over the years, in holding many large concerts, many of which I conducted, that it was the intention of the concert that was what made it classical, even aside from all of the details. Il y a des exceptions tout de même dans les gens qui font des concerts aujourd'hui, mais en tout cas dans tout ce que j'ai pu faire dans toutes ces années, dans les concerts que j'ai pu diriger, ce qui a été important, c'était l'intention qu'il y avait dans ce concert qui l'a rendu classique. C'est la question de l'intention. I can't tell you I cannot number the times that I have heard classical performances even by well-known conductors in this recently and over the last 40 years that have no real intention. They're done just for the sake of doing them, and maybe for the titillation or the entertainment of the few sort of classical cognoscenti who
you know, who need to be, whose egos need to be reinforced. Et il y a très souvent, malheureusement, dans tous les concerts que j'ai pu écouter, même de grandes personnalités de la musique, en fait, où il n'y a pas d'intention du tout dans le concert. Et puis des fois, c'est fait juste pour une question de divertissement ou pour éventuellement mousser l'ego des gens qui sont dans le cercle des gens qui sont habitués à la musique classique. Classical music with the right intention, which is almost the same thing, to say the same thing, is always reaches out to every single soul in the audience. La musique classique avec la bonne intention atteint toujours chaque âme dans l'audience. But there are certain criteria which are important, especially when you're listening to things, to identify something that is classical or is not classical. Mais il y a certains critères qui sont importants quand vous écoutez pour déterminer si quelque chose est classique ou pas. One of the most important aspects, just very simple aspects, is what back in the 1970s and even in the 1960s, Lyndon LaRouche talked about the dialectic. Un des aspects importants, c'est dans les années 70, même avant dans les années 60, LaRouche avait parlé de la dialectique. Which is very funny because among Marxists, the word dialectic has all sorts of strange meanings. C'est quelque chose de très drôle d'ailleurs, parce que parmi les marxistes, la dialectique a un sens très, très étrange. But really, the dialectic is nothing but a Platonic dialogue. That is, a discussion of ideas in which the actual idea is not embodied in the what either of the discussion partners are discussing, but rather is something that is between the various things. It's nowhere even stated. Et dans une discussion d'idées, ce n'est pas l'important, ce n'est pas dans ce qu'une personne dit ou l'autre personne, mais c'est plutôt dans ce qu'il y a entre les deux, même pas dans le dialogue en tant que tel, mais ce que crée ce dialogue. In music, that same idea of a dialectic or a Platonic dialogue is embodied in what's called polyphony. Et dans la musique, il y a cette même idée de dialectique, de dialogue platonicien que l'on trouve dans la polyphonie. Polyphony is a wonderful discovery that mankind made as a way of getting to a real Platonic idea. La polyphonie est une découverte magnifique qu'a fait l'humanité qui permet d'aller dans les découvertes. It means that you have at least two, or possibly more, 3 or 4. Once you get to 5 and 6 and 7 voices, sometimes it's difficult to determine who's speaking, as you know. Et c'est avec au moins 2 ou 3 voix ou 4. Après, quand ça devient 5, 6, après c'est plus dur de déterminer chaque voix, de voir qui parle. With each voice making addressing the same idea but from a different perspective, as Jacques was just discussing. Et chaque voix, en fait, de cette chorale adresse la même chose, en fait, finalement, mais d'une manière différente, d'un point de vue différent, comme Jacques en parlait précédemment. The opposite of polyphony is monophony. Monophony. L'opposé de la polyphonie, c'est la monotonie. So much music today that you hear, certainly on the radio and everywhere around you, is simply monophonic. It is simply maybe one melody, and that's just about it. Il y a tellement de musique aujourd'hui que vous entendez à la radio ou ailleurs qui est ainsi monophonique. To make a more detailed and maybe sophisticated way of making that point, think about the music of Puccini. Pour détailler un peu plus, de manière plus sophistiquée, cette question, pensez à la musique de Puccini. If one listens to Puccini, I know he's very popular among opera
people who like opera. But if you listen to it, you will hear the only one voice. Si on écoute Puccini est quelqu'un de très populaire parmi les gens qui aiment l'opéra, mais quand on l'entend, si vous l'écoutez, vous allez entendre seulement une voix. The orchestra simply follows along the singer with that voice. Et l'orchestre suit uniquement le chanteur en fait sur cette même voix, l'accompagne. This is a hallmark of a different idea which is not classical, which is called romantic. C'est une autre idée qui n'est pas classique, c'est une idée romantique, qu'on appelle romantique. It focuses the audience on the emotional content of the immediate emotional reactional content of what they're hearing, rather than on the ideas which need to lurk behind the greatest music. Et ça concentre l'audience sur un contenu émotionnel plutôt que sur des idées. One of the greatest exercises in that, in this dialogue, or in this, is the work of J.S. Bach, Johann Sebastian Bach, especially in his well-tempered clavier, wohltemperiertes Klavier, where he writes whole series of preludes and fugues in every single one of the keys or the modes. Et un grand exercice dans ce dialogue, c'est le travail qu'a fait Bach avec le clavier bien tempéré, où il y a une série de préludes et fugues, où il écrit chacune, il en écrit plusieurs dans chaque mode, à chaque fois dans un mode différent. At the end of every piece that Johann Sebastian Bach wrote, he always wrote a little thing at the end that says, "For the greater glory of God." Et à la fin de chaque pièce qu'il a écrit, il écrit pour la gloire de Dieu. I.e., not for him. Il n'a pas écrit pour lui-même, dans ce sens-là. And every single great composer, and I don't care whether that they're so-called classical composers like Bach or Beethoven, but I will tell you that even every very good rock composer and popular music composer has studied Bach for that reason. Et en fait, chaque compositeur classique où il a étudié cela, le clavier bien tempéré de Bach, et même, en fait, je vous dirais même que des compositeurs de rock aujourd'hui, pour cette raison, savent cela, ils étudient aussi le clavier bien tempéré de Bach. Polyphony requires you to concentrate your hearing, to listen in a different way than you're probably used to, or you're probably accustomed to, of music. Et la polyphonie vous nécessite que vous concentriez votre attention dans votre façon d'écouter la musique d'une manière différente de celle que vous écoutez habituellement pour d'autres musiques. You must, and this goes for listening to people when you're organizing people as well. Ça correspond aussi si vous discutez, si vous militez, que vous discutez avec des gens pour essayer de les faire avancer. C'est aussi valable dans un dialogue. Right. As you know, you never listen to what a person is saying, but rather you listen to what's behind what they are saying. Et en fait, vous n'écoutez pas, il ne faut pas écouter juste les mots de ce que dit la personne, mais écouter ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit pour comprendre vraiment. So there's one other aspect of classical music that I want to bring in, which is the question of science. Il y a un autre aspect de la musique classique que je veux aborder, c'est la question de la science. During the 1980s, Mr. Lyndon LaRouche was working very hard on pedagogy for describing in more detail the behavior of economies that are growing. Dans les années 80, Lyndon LaRouche travaillait très dur sur la pédagogie. To describe, you say, he worked very hard on pedagogy to describe
to describe economies that are in a process of growth. Là, pour décrire des économies qui sont dans un processus de croissance. He worked out certain models where you have they're called conical functions, and these are either conical functions or they're actually functions which go like, or if you start at the bottom of the cone, they flare out like this. Il a travaillé sur certains modèles où il y a, which you say functions, name of the functions, you said? Yeah, conical. Des fonctions coniques qui évoluent like comme un cône. And it's in the process of his discussion of these that it occurred to him that the cone function generates what are called singularities or discontinuities. Et donc, dans ce processus de discussion, il s'est rendu compte que ces fonctions coniques développent des singularités, des discontinuités. There is also a regularity that is built into the development of those discontinuities. Il y a aussi des régularités qui sont construites dans le développement And this is the origin of our so-called well-tempered musical system. Et c'est l'origine de notre système bien tempéré musical. In other words, rather than thinking about notes as sounds, think about them as discontinuities in a continuous process. En d'autres termes, plutôt que de penser aux notes comme des sons, pensez-les comme des discontinuités dans un processus complet. Then you have basically the origin of many of the best aspects of classical music. Alors vous avez l'origine de beaucoup des meilleurs aspects de la musique classique. It was clear at that point to Mr. LaRouche that in order for this process to occur in the best way, it needed to be tuned. Il était clair à ce point-ci pour Larouche que pour que ce processus arrive de la meilleure façon, il fallait qu'il soit en accord. And according to various geometric principles, which I won't go into right now, it was clear that these are tuned according to a frequency of 256 cycles per second for the middle C. Et selon différents principes géométriques dans lesquels que je vais pas développer maintenant, il a vu clairement que ça devait être orienté selon la fréquence du La 432. This conflicts. This was a great controversy at the time because this conflicts with the so-called standard tuning today, which is around 261 or at A440. C'est une grande controverse dans le monde musical aujourd'hui, où le La est beaucoup plus haut dans les standards à 261 ou plus encore. Right. 440. Although those of you who are older in France may recall that in France there was a compromise tuning that was around A435. I don't know if that's still in use today. Il y a eu un compromis en France pour ceux d'entre vous qui sont les plus âgés. Il y a eu un débat et c'était à 445. This is not an academic matter. Ce n'est pas une question académique. As the great one of the great tenor Carlo Bergonzi insisted at a seminar that I was present at in 1993. Et comme le grand ténor Carlo Bergonzi a insisté là-dessus dans un meeting, dans un événement auquel j'ai pu assister en 1993. He insisted that the higher tuning is making it impossible for truly great voices to develop in the population.
Il a insisté sur le fait que la tonalité trop haute, trop aiguë, eh ben, rend impossible de développer les voix des gens, de la population, la voix. Because it disorganizes the so-called register shifts in the voice. The voice has a number of registers, and if they're not properly tuned, the voice develops something which is in the stringed instruments is usually called a wolf tone. Et donc c'est un problème pour les changements de registre dans la voix humaine où il y a certains sauts qui sont faits à certains passages de registre. Et donc si c'est plus haut, si c'est pas au bon niveau, ben, du coup ça casse ça et ça crée quelque chose. So we all tuned our instruments down at that point because we were all up at the high tuning, and we did that, although we had some resistance to it. And since then, our choruses have been singing at that pitch, even though it's conflicts with the pitch of a lot of other people. Et donc des fois, on est obligé de chanter, I'll faire just des concerts mention dans ce registre, vu que ça In a été imposé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un problème. In conclusion, I'll just mention one other aspect of this in terms of the intention, because it's so important to me and was so important to Lyndon LaRouche. Et en conclusion, je vais amener un autre aspect parce que c'est vraiment très important pour moi et c'est très important pour Lyndon LaRouche. When Lyndon LaRouche was in India after just at the end of the war, World War II, he was stationed there as part of the military. He found a 1938 recording of the Tchaikovsky's Sixth Symphony. Quand LaRouche était en Inde pour son service militaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a trouvé un enregistrement de 1948 de la 6e symphonie de Tchaïkovski. Yeah. The conductor was the famous German conductor Wilhelm Furtwängler. Le conducteur était le célèbre chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler. He describes this in his biographical material as that a light went on in his head when he heard Furtwängler conduct this piece. Il décrit LaRouche cela dans son autobiographie comme une lumière qui est venue sur lui quand il a entendu cela. Oui. If one wants to get an idea of what real classical instrumental playing is, I encourage you all to listen to Wilhelm Furtwängler, anything that he conducted. He died in 1954. Some of his greatest recordings are in just the years before, 1951 through 1953. Et donc, je vous recommande vraiment, si vous voulez avoir l'idée d'une performance classique, d'écouter des performances conduites par Wilhelm Furtwängler. Et donc, dans les années précédant sa mort, où on a les meilleurs qu'on peut disposer, vers 1951-1953. The Romantics' main complaint against Furtwängler was that he gave too much meaning to the notes. La complainte que faisaient les romantiques contre Furtwängler, c'est qu'il donnait trop de sens aux notes. And because they were offended by the idea that somebody would actually believe that music is ideas primarily and not just emotions or good feelings or bad feelings. Ils étaient offensés par l'idée que quelqu'un puisse voir la musique comme étant des idées et pas juste des émotions. Yeah. Okay, so I want to conclude there because there's so much more that we could talk about. But the important thing is if you're not familiar with this type of music, or I can say this type of intention in music, try to tune your ears towards that, just like you're tuning your ears towards somebody whom you're talking to, and you're trying to figure out what's really going on in their head. Thank you. Donc pour conclure, il disait, si vous n'êtes pas très familier avec la musique classique, en fait, l'idée c'est de essayer en tout cas de mettre votre esprit en accord avec ce genre de musique, mettre l'esprit en accord comme
pensez à comme quand il disait tout à l'heure, si vous discutez avec quelqu'un, vous essayez de le comprendre, de vous mettre en accord avec cette personne.